Okay, now it's recording. Ok, oh non, refais parce qu'on fait ensemble. Ok. Ici, on parle cinéma. Ici, on parle français. Ici, c'est noir. Ok. Cut. Bienvenue chez Noirflix. Où la culture rencontre l'écran. Moi, c'est Effie. Et moi, c'est Aïda. Ici, on parle cinéma. Ici, on parle français. Ici, c'est noir. Ok. Now we can go Épisode to 1. Alors déjà, je suis super excitée d'être ici. Enfin. Period. Et du coup, ouais, c'est le premier épisode de ce nouveau format de podcast. Déjà, on va commencer par parler de comment on a eu l'idée. Ouais, d'où est venu le concept, d'où est venue l'idée. Alors, je commence. Alors, tout a commencé avec... c'est une idée qui m'est venue parce que de base, Effie et moi, on est quand même toutes les deux fans de cinéma, tout ce qui est séries, télé, etc., films. Et surtout, on a une curiosité autour de la représentation noire, la représentation des personnes noires au cinéma. Et ça m'est venu comme ça parce que toutes les deux, on a quand même un background que je dirais en tout ce qui est parlé de différentes polémiques, différents sujets sur les réseaux sociaux. Donc de là, je me suis dit pourquoi pas lancer un podcast où on en parle. De toute façon, c'est une conversation que Effie et moi, on a en dehors de tous ces contextes de base. Donc pourquoi pas filmer le contenu et amener des conversations que je dirais qui sont très importantes, qu'on n'entend pas souvent dans les communautés francophones, surtout en tant que femme noire, personne noire en général. Mm-hmm. Et lorsque je lui ai lancé l'idée, elle était chaud. Et nous voici, nous y est. Nous y est. Non, franchement, déjà, merci de m'avoir, d'avoir pensé à moi quand tu as eu cette idée. Parce que pour le coup, moi, je faisais déjà du contenu qui était un peu lié au cinéma, où je donnais un peu mon opinion sur certains films. Et notamment, du coup, ce que tu disais au niveau de la représentation des personnes afrodescendantes en France. Et vraiment, j'ai l'impression qu'en France, on a l'absence de bonne représentation, en fait. On a de la représentation, certes, mais est-ce que c'est de la bonne représentation? Ça, je pense qu'on devrait un peu profiter de ce podcast pour en parler. Pour en parler. Et du coup, je pense que toi, en plus, en tant que Canadienne, tu pourrais apporter, Montréal. je pourrais apporter un point de vue qui est peut-être différent du mien. Et oui, du coup, je me suis dit, cette idée, elle est totalement... elle me conviendrait totalement. Et du coup, je suis super contente d'être là, enfin, pour le premier podcast de Noirflix. Où c'est noir. C'est noir. Mais aussi, je pense que ce qui est, comme Effie l'a remarqué, c'est des conversations importantes, mais aussi c'est des conversations manquantes. Je trouve que lorsqu'on parle d'espace francophone, c'est pas la même chose que les espaces anglophones. Ouais. Comme Effie a dit, moi je viens de Montréal, je pense que je suis quand même dans une culture très nord-américaine où la représentation pour nous, ça veut pas dire la même chose. Mm-hmm. Et c'est important parce qu'on va pouvoir en discuter par rapport aux différences entre toi et moi, Effie en tant que Française, moi en tant que Montréalaise. Mm-hmm. Et finalement, amener ces sujets de conversation qui sont importants à aborder de la meilleure manière qu'on peut. Mais aussi, oui, ça va être des conversations qui sont importantes, mais on va quand même garder ça cash. On va parler français. On va donner nos opinions. Non, je veux dire, ça va être cash, mais ça va être cash, ça va être honnête, mais ça va être aussi fun. On va passer un bon moment. On va parler pas trop avoir le visage serré, voilà. Même si parfois je risque de vouloir taper un peu, mais je vais essayer de me et canaliser. On va drag. Ici, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, exactement. Et aussi, c'est une conversation. Ça veut dire que des fois, Effie et moi, on ne va pas être d'accord. Et j'ai hâte de voir ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nos petits objets ici. Parce que lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est coupé. Parce qu'on aura des trucs à dire. Donc voilà, on est content que vous êtes avec nous aujourd'hui et on espère que ça va bien se passer. Premier épisode surtout. Du coup, pour ce premier épisode, on s'est dit, bon, on commence un premier épisode, il faut que ce soit un peu un épisode d'introduction du coup. Donc quel est le meilleur moyen d'introduire le cinéma et en particulier en tant que personne afrodescendante qui vit en France? C'est simple, moi je regarde beaucoup de films, je suppose que toi aussi. Exact. Et on remarque énormément de choses qui sont répétées lorsqu'il s'agit de films où on a un casting avec des minorités. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des schémas cinématographiques, plus communément appelés des tropes en anglais. Donc on a décidé d'aborder ça parce que c'est en quelque sorte des choses qui reviennent souvent dans les films. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons notre petite boîte. Ouais. Donc, premier épisode axé sur les tropes parce que les schémas, parce que c'est la base des bases. Et aussi, la plupart des sujets qu'on va aborder sur ces podcasts, on ne peut pas aborder ces sujets sans parler des schémas. Et les schémas vont revenir constamment, vous allez remarquer, surtout lorsqu'on parle de représentation noire. J'ai envie de dire. Donc, je te laisse montrer la boîte à tropes qu'on a créée. Dégâts. Voilà, dégâts. Dégâts. Dans cette boîte, on va piger et on va sortir les schémas. On a quand même regroupé des schémas qui sont quand même assez récurrents.
On va vous donner des exemples et on va en parler. Rappelez-vous bien de cette boîte parce que vous allez la voir souvent dans nos épisodes. Que ça soit, peu importe le sujet, on va quand même la sortir. Et je te laisse piger en premier, Effie, pour qu'on commence la discussion. So, let's go. Alors, la première chose dont on va parler, c'est le schéma cinématographique qui revient très souvent dans les films afro-américains. J'ai nommé le schéma du père absent. Oh, baby. Franchement, déjà, ça, je trouve que c'est intéressant qu'on commence avec ça parce que... On attaque fort, hein. C'est attaque noir fort. dès le début. Déjà, c'est très noir. dès le début. C'est très noir. Je trouve que ces schémas-là, c'est quand même assez intéressant. Ben déjà, qu'est-ce que c'est le père absent? Ça s'explique quand même par le titre. Mais c'est cette idée de représentation de famille noire où le père n'est pas présent. On connaît tous l'idée de « Oh, le père a été chercher du lait, il est jamais revenu, etc. Il est allé au dépanneur, peu importe. » Je sais qu'en France, vous ne dites pas dépanneur. Ouais, on dit pas dépanneur. Elle veut dire épicerie, les gens. L'épicerie. Il est allé à l'épicerie et il est jamais revenu. Ouais. Je trouve que ce schéma-là est intéressant aussi parce que c'est un schéma qui est très noir américain. Très noir américain. Très noir américain. La famille, ou je dirais tout ce qui est la structure de la famille en dehors de l'Amérique du Nord, pour les familles noires, c'est pas la même chose. Exactement. Donc, Et tu sais, je tiens à dire que moi, je trouve ça dingue parce que, comme tu le dis, c'est un cliché qui est extrêmement afro-américain. Donc moi, déjà en tant qu'Africaine, donc en tant que Guinéenne, mon père n'est pas absent, ok? Et la plupart de mon entourage n'ont pas de père absent. Mais c'est fou parce que tu te rends compte, et c'est la raison pour laquelle la représentation, au final, c'est quelque chose de tellement important. J'ai ma petite sœur, moi, par exemple, qui est venue il y a pas très longtemps, il y a genre 2-3 mois, qui est venue me voir et qui me dit qu'elle s'est battue. Donc j'étais un peu étonnée parce que déjà, ma petite sœur porte le voile. Donc c'est pas vraiment le genre de comportement où tu vois, tu dis, elle se bat pas de manière générale, c'est quelqu'un d'assez rangé. Et elle me dit, ouais, je me suis battue avec quelqu'un parce qu'il a dit que, parce qu'il a dit, ou elle a dit, je me souviens plus si c'était une fille ou un garçon, mais elle a dit que j'avais pas de père, que mon père était parti chercher du lait. Et je l'ai regardé, j'étais en mode, what the fuck? C'est mélangé. C'est mélangé. Et en plus, je lui dis, mais tu sais pourquoi elle t'a dit ça? Et ma petite sœur ne comprenait même pas pourquoi elle disait ça. Je lui dis, bon, déjà, cette personne, tu vas lui dire clairement que ton père, tu le connais, ok? Ton père, il est présent, ok? Il a toujours été là, il a fait son rôle de père. Mais j'ai essayé aussi de lui expliquer que tout ça, c'est par rapport aux films afro-américains, où tu as énormément de films qui ont, comme tu dis, cette figure absente du père afro-américain qui est soit en prison, voilà, soit mort, ok, soit qui est tout simplement parti, ok, et je trouve ça ouf de voir comment les représentations reflètent au final avec la réalité. Et on a des insultes qui sont créées comme ça sur base de stéréotypes qui ne sont même pas des stéréotypes pour tous les contextes. Exactement. Enfin, je pense qu'à partir du moment où t'es noir, on cherche pas à savoir si t'es afro-américain, si t'es africain, si t'es antillais. Voilà, on englobe tout. Et ouais, du coup, je trouvais ça super choquant, déjà parce que de ma génération, on n'avait pas encore ce genre d'insultes. Ce qui fait que je me dis, ouf, est-ce que c'est aussi les réseaux sociaux qui font que on a cette facilité à voir ce genre de schéma et à se dire, ouais, il y a l'humour aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui blaguent avec cette idée du père absent. Et au final, on se rend compte que c'est un peu au détriment de... Pour certains. Exactement. Et moi, je trouve que c'est intéressant aussi parce que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans toutes les cultures lorsqu'on parle de représentation. Par rapport à moi, je peux dire qu'en grandissant au Canada, le Canada, quelque chose qu'on ne remarque pas souvent, c'est que, et surtout en dehors de l'Amérique du Nord, c'est que le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Donc, pour nous, la plupart des Noirs qu'on retrouve au Canada, c'est des descendants d'Africains, des descendants de Caribéens, etc. Donc, c'est quelque chose aussi qui est vrai pour nous. Mais quand même, puisqu'on était en Amérique du Nord et la plupart de la représentation noire qu'on voyait, c'était BET, c'était les séries afro-américaines, c'est un stéréotype ou je dirais un schéma qu'on voit tout le temps à la télé. Pour nous, c'était pas vraiment une insulte qui était utilisée non plus, mais c'est quelque chose qu'on connaissait au point où je peux dire que c'est tellement commun maintenant que la plupart des séries qu'on regarde où il y a de la représentation noire et c'est américain, j'ai l'impression que la base des structures familiales, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de famille nucléaire. Il n'y a pas de père. Exactement. C'est toujours nucléaire. La mère, single mom, etc. Le père n'est jamais là. Toujours, exactement. Et c'est quelque chose de tellement normalisé que même lorsqu'on voit une représentation noire où il y a une famille et le père est présent, comme par exemple ma famille d'abord, on est choqué. Parce que c'est tellement pas la base par rapport à ça. Et je tiens même à dire que pour... tacler ce problème, il me semble qu'il y a beaucoup de réalisateurs, de scénaristes qui, dans les années 80-90, ont créé justement ces sitcoms où ils essayaient de mettre en avant exactement des familles nucléaires, justement parce qu'on avait trop ce stéréotype du père absent. Et en plus,
bon, le stéréotype, on sait que ça part sur quelque chose de véritable. Et si on veut aller plus loin dans pourquoi est-ce qu'il y a ce stéréotype du père absent, on peut parler du fait que ben, les incarcérations de masse des hommes noirs en Mhm. Amérique qui vont qui vont être contrôlés plus souvent Mm. et qui vont prendre des peines plus lourdes que leur équivalent Ouais, et ça, non, c'est non documenté. C'est noir. quelque chose qui a été prouvé Ouais, par les recherches du à coup, ouais. plusieurs reprises. C'est, Et ouais. Alors, pour le prochain sujet, qu'est-ce que tu as? Prochain Alors, schéma. prochain schéma. Ah, on a le schéma de la métisse tragique. Alors, je vous explique. Lorsqu'on parle du stéréotype de la métisse tragique, qu'on appelle aussi tragic mulatto en anglais, c'est un schéma qui se concentre sur les femmes noires type métisse ou métisse carrément. Ça va être un personnage qui lutte constamment avec son identité raciale. Elle a des conflits internes. Elle n'est pas assez noire pour les noirs. Elle n'est pas assez blanche pour les blancs. Je tiens à dire que c'est autant pour les femmes que pour les Les hommes. deux, Hein, ouais. les deux. C'est quelque chose vraiment, son personnage est centré entièrement sur ce débat interne. Cette recherche d'identité. Exact. Elle n'a pas de profondeur au-delà de ce débat. Des fois, il y a aussi cette espèce d'exotisme autour d'elle, cette hypersexualisation aussi. C'est très rattaché au colorisme aussi. Et par rapport à des exemples de ça, on le voit tout le temps. On a vu Rue dans Euphoria. On a Claire dans Ma famille d'abord. Et on a aussi cette idée de remplacer aussi des personnages de femmes dark skin par cette métisse tragique, comme on a vu dans Fresh Prince of Bel-Air avec Aunt Viv, qui a été, je dirais, remplacée d'une manière tellement choquante, du jour au lendemain, de dark skin à light skin. Et aussi cette idée qu'à chaque fois qu'il y a une famille noire, toutes les filles sont toujours métisses. Alors ça, je sais pas après si ça rentre vraiment dans l'idée de la métisse tragique dans le scénario, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve très souvent. Et ça, je pense que c'est directement lié au colorisme. Alors, juste avant de rebondir sur le colorisme, je voulais dire que parfois, c'est bien fait cette quête d'identité parce que j'ai l'exemple notamment de Colin Kaepernick qui a fait son espèce de série autobiographique slash fiction avec Netflix. Là, moi, j'ai bien aimé la manière dont il a expliqué son expérience sans que ce soit forcément dans le cliché. C'était éducatif, c'était bien, c'était droit au but. Mais après, bon, on va passer un peu au colorisme. Et c'est vrai que ça, c'est un problème. Alors, j'ai un peu peur de l'aborder parce que généralement, quand j'aborde les problèmes de colorisme, on me dit « Oh, tu fais que diviser la communauté noire, on est tous frères et sœurs, il n'y a pas de différence. » Alors que pour moi, parler de colorisme, c'était pas diviser la communauté, les communautés afrodescendantes, c'est tout simplement parler d'un mal qui est là, qui est présent. C'est comme... C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est comme quand tu es malade chez les médecins, tu vas pas dire non, c'est rien, c'est qu'une toux. Non, c'est le Covid. Faut qu'on en parle, en fait. Faut en parler. Et ça, je trouve ça tellement drôle parce que ça, j'ai seulement vu ça. Enfin, il y a une énorme différence avec le Canada par rapport à ça. Au niveau du colorisme. Ouais, parce que nous, on en parle. Non Vous en seulement on en parlez? parle, mais c'est vraiment dans une culture de call-out. Comme je trouve qu'il n'y a pas cette idée de oh, vous cherchez à diviser. Non, on est quand même vraiment dans avoir de la profondeur par rapport à ces questions-là, les aborder, le call-out et vraiment, je dirais, amener même de la honte aux personnes qui sont coloristes, aux personnes qui ont des discours coloristes. Mais c'est seulement ici en France, et yes, I'm dragging, qu'on entend ah, pourquoi tu cherches à diviser, pourquoi. Mais il faut qu'on en parle parce qu'en en parlant, on amène la visibilité sur le sujet et on peut le contrer, en fait. Et ces schémas-là, c'est quelque chose aussi qui nourrissent le colorisme parce qu'on voit aussi, je dirais, cette femme métisse, oui, qui a ce débat interne, mais d'une manière bizarre, elle est humanisée. Mais on verra par rapport à nos autres schémas que c'est pas le cas pour toutes les femmes noires qui sont représentées à la télé. Il me semble, alors j'ai pas envie de parler en mal de cette série parce qu'apparemment elle est très bien, on me l'a recommandée, mais il me semble que ce schéma, il est aussi visité dans la série Atlanta de Donald Glover, qui a tendance un peu à avoir une vision des femmes dark skin, donc à la peau foncée. Un peu, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas regardé la série, j'ai vu une scène en particulier, moi, qui m'avait un peu fait grincer des dents. Mais oui, le colorisme en France, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose... On n'en parle pas. Donald Glover. OK. On en parle sans... En fait, on en parle, ça va dépendre où. Où est-ce qu'on en parle? Sur les réseaux, on voit qu'on en parle parce que voilà, c'est les réseaux, on parle de tout et de rien. Mais je suis persuadée que si je marche dans la rue et que je vais voir un homme noir comme ça et que je lui demande qu'est-ce que tu penses du colorisme, je suis pas sûre que la personne puisse me dire ce que c'est. Je suis pas sûre d'avoir la réponse que je veux. Je pense que la personne va me regarder là et me dire colorisme, ah bah oui, les couleurs c'est très bien, faut savoir les accorder, etc. Oh Tu my vois? God.
Oh my limite. God. Mais après, je tiens à dire quand même que Ignorance au bout ayant, maintenant. ayant vécu le colorisme beaucoup Mm, en grandissant, mm. on voit quand même qu'il y a un changement. Et je Ouais. serais hypocrite de ne pas parler du fait qu'il y a un changement, qu'on voit que maintenant, en mode, il y a de l'amour, il y a de l'appréciation envers Mhm. les femmes à la peau foncée, mais c'est venu d'abord de nous, ok? Exact. Et Et je ça vient pense de la que, ouais, conversation aussi, ouais, ça vient d'en parler, c'est pour ça qu'on en parle. Parce que c'est pas en évitant le problème que ça va changer, en fait. Donc, exactement. prochain schéma. Prochain schéma. C'était ça. La bêtise tragique, tu l'aimais. Ah, je l'ai remis. Ma bad. Tiens, elle va en parler encore. She said, I'm not done with you yet. Alors, on va parler d'un schéma qui est le coming out difficile. Ah, voilà. Ben oui, les Ah, Noirs parce sont que, non, homophobes. mais vous pensez qu'on n'allait pas être intersectionnel, franchement, Ouais, je sais on va pas. forcément devoir parler. Alors, le coming out difficile, c'est un peu un stéréotype. Alors, je sais pas si je peux appeler ça un stéréotype parce que c'est vrai que c'est une expérience qui est quand même vécue par Ouais, un large nombre de personnes de la communauté LGBT. mais c'est la C'est manière dont ouais, c'est représenté, je dirais. c'est la tension entre l'orientation sexuelle et l'identité raciale parce qu'évidemment, on est noir ici, donc Mhm. c'est noir. Et aussi la manière dont on parle du silence de la communauté noire, le fait qu'il n'y ait aucun développement, Mm. la peur du outing, donc le fait d'être, le fait de se faire, how, Rejeté par la communauté, but mais how do you say outing, like, ben, un c'est se faire, dévoilement, ouais, se faire, savoir qu'on révèle ouais, qu'on révèle, l'orientation sexuelle de la personne. Period French. En fait, ouais, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà, j'ai l'impression que la plupart du temps, Mm. la plupart du temps, lorsqu'il y a un personnage LGBT, Mm. noir, je ne pense à aucun exemple là où il n'y a pas eu un coming out difficile. Ouais, non, c'est tout Et le temps. c'est toujours en rapport avec son identité raciale. Et c'est toujours rattaché à d'énormes traumas. Mhm. Genre, c'est fait d'une manière violente, très souvent, qui est quand même... Enfin, c'est là qu'on ressort encore cette idée d'intersectionnalité, parce que c'est quelque chose qu'on voit normalement lorsqu'il y a une représentation d'un coming out, peu importe le background de la personne, ça va la plupart du temps être fait d'une manière violente. Mais lorsqu'on ajoute cet aspect de l'identité noire, c'est comme s'il n'y a pas de possibilité que ça soit fait d'une manière... Je pense que la première fois où j'ai vu une personne noire représentée dans une famille qui l'acceptait, etc., et même là, il y a eu des moments où il y a eu quelques tensions, c'est Eric de Sex Mais Education. même Eric, j'ai envie de dire, je pensais aussi à cet exemple parce que pour Ouais, moi, c'est un peu le mais il y a meilleur. eu... C'est le meilleur des... Enfin, il y a eu au moins des moments où je dirais qu'il y a eu quand même ce conflit Mhm. interne, mais sa famille l'acceptait. Moi, en termes de ce que j'ai vu pour l'instant, si je compare par exemple à Moonlight, c'est quelque chose qui est vraiment plus positif, mais c'est pas assez. On a C'est vrai. besoin d'avoir quelque chose de vraiment... Enfin, des histoires où le coming out se fait d'une manière qui est positive, avec une famille qui répond d'une manière positive, d'une manière aimante. C'est pas tout le temps obligé de terminer en violence, en je sais pas quoi. Et Je pense, moi, je sais pas, je t'interromps, mais je pense notamment à une scène qui m'a marqué, je pense qu'elle a marqué énormément de personnes. C'était la scène dans Empire où Lucius ouais, jette, son enfant, comment il Jamal. s'appelle? Jamal. C'est Ouais. Jamal, ok. Mhm. Qui jette Jamal dans la poubelle parce qu'il est en train de jouer avec les vêtements de Il a sa porté mère. des talons. Ouais. Et Ouais, ça, et il y a énormément de personnes, par exemple, qui trouvent que cette scène était marrante, alors que ouais. moi, je la trouve super traumatisante, tu vois, pour Hyper un enfant. violente, Et il y a exactement. beaucoup, beaucoup de films comme ça où des personnes sont LGBT et où il y a pas de soutien, où directement, c'est directement dans le clash, Mhm. dans « Oh, tu peux pas être gay et être noir ». Je vous Exact. rassure, il y a des noirs LGBT qui ont des familles accueillantes, Mhm, hein, qui les mhm. acceptent. C'est pas un standard. Donc Exactement. ça devrait, je pense que c'est bien de parler de ces histoires-là, mais c'est aussi bien de parler de personnes qui se font accepter comme Mhm. elles sont, sans forcément qu'on remette qu'on remette en doute, Ouais. qu'on remette en doute leur identité raciale à cause de leur identité sexuelle. Exactement. Et ça revient aussi à cette idée de la famille noire est tout le temps dysfonctionnelle, on est rempli de haine, de trauma, etc., qui est un autre sujet qu'on va aborder un peu plus tard. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même une représentation qui est aussi importante. Oui, c'est vrai que le coming out, c'est quelque chose de Mais on a difficile eu et ça assez de doit être films sur montré. les Les coming out traumas, non, difficiles. mais c'est Je ça. veux je veux de la Enfin, douceur, je veux de l'amour, je veux de l'acceptation, je veux tout c'est ça, pas tout le moi. temps struggle, c'est pas tout le temps tout ça, quoi. Ouais. Bon, prochain schéma. Ah, Quel est le prochain schéma?
Prochain schéma est celui de la fille facile ou la séductrice. The Jezebel. Donc ça, oui, Jezebel. Donc cette personne-là est dépeinte comme séductrice, hyper sexualisée et dévergondée. Parfois, il y a même ce rapport à dévergondé face à l'homme blanc, je dirais, qu'on voit souvent. Et si c'est quelque chose aussi qui, je dirais, qui est un peu varié, on voit aussi cet intérêt pour les hommes riches. Les exemples, ça, j'ai pas envie de massacrer le nom. Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye. Dans Ange. On comprend pas ça. Ouais, on comprend pas, c'est sûr. J'ai dit on comprend pas. J'ai pas vu le film, donc. Bon. Alors, elle joue le rôle d'une prostituée dessus. Donc, il y a beaucoup de films comme ça où les femmes sont vues. Alors moi, je vais me baser sur la lecture du livre Noir n'est pas mon métier. C'est Aïssa Maïga, qui est une actrice française, qui a rassemblé énormément d'actrices françaises autour d'un ouvrage où elle discutait de leur expérience en tant qu'actrice et femme noire en France. Et notamment, il y avait beaucoup des personnes, de ces actrices, qui disaient que la plupart des rôles qu'on leur proposait étaient des rôles de filles faciles, de prostituées, de croqueuses de diamants. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ce schéma de la noire, qui est une femme vénale, qui est une femme matérialiste. Et je trouve que c'est super aussi, c'est super blessant au final. Parce que, encore une fois, ça, c'est des stéréotypes. Au final, on nous met dans des cases. Et j'ai vraiment l'impression que, en tant que femme noire, par exemple, quand je sors avec des personnes, j'ai l'impression que c'est cette image aussi qu'ils ont de moi. Ouais. Parfois, je suis en mode, non, mais vous savez, je vais pas dire un date au McDo, ça me suffit. Même si, non, je dirais plutôt que, enfin, Date au McDo. non, mais oui, il y a cette image de la femme qui est toujours un peu comme belle amie, toujours à la recherche d'élévation sociale, Son statut social à travers son arriviste, corps, opportuniste, à travers son corps, effectivement. Et ouais, je trouve que ça, par contre, c'est quelque chose qui revient très, très souvent lorsqu'il y a des femmes noires. De Il faut plusieurs qu'elles manières. soient sexy, etc. Ouais. Il faut qu'elles soient comme ça. Il faut que leur corps, en fait, devienne un objet pour atteindre un but. Et ça... moi, je trouve quand même que c'est quelque chose qui encore sert à rendre la femme noire, enfin, un objet, comme tu as dit, enlever son humanité, parce que là, c'est juste... parce qu'aussi, je trouve que lorsqu'on voit souvent ce schéma-là, c'est comme si dans certains scénarios, c'est utilisé pour rendre la violence envers cette femme légitime. Justifiable, ouais. En mode, de toute façon, c'est une traînée, etc. Donc, si elle se fait violenter, elle mérite, parce qu'il n'y a pas à aller chercher juste les hommes riches, il n'y a pas à utiliser son corps pour tout. Mais des fois aussi, ces personnages-là, c'est des personnages qui ont l'opportunité d'avoir du complexe, genre d'être pas juste une femme qui est sexuelle. Pourquoi est-ce qu'elle est sexuelle, cette femme? Exactement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, on parle pas de comment est-ce qu'elle en est arrivée là, ou sinon, c'est pas dans une perspective d'autonomisation non plus. C'est tout le temps, on vend la femme, on vend son corps, elle n'est pas en contrôle de la situation, et c'est comme ça qu'on veut la montrer. Et ensuite, lorsqu'on est des femmes noires dans la vraie vie, ça rattache aussi des stéréotypes à notre identité où on nous voit comme des objets exactement et on nous enlève notre humanité égale. Et aussi, il y a beaucoup de schémas qui s'intègrent dans cette idée d'hypersexualité, des schémas qu'on va quand même aussi explorer, pour vraiment créer une image tellement négative, je dirais, de la femme noire qui détruit notre image. Voilà. Ouais. Moi, ça me fait penser surtout... en plus... La raison pour laquelle on en parle et que c'est quelque chose qu'on dénonce, c'est qu'encore une fois, ces représentations, si elles s'arrêtaient à juste être un film qu'on termine au bout de 1h30 et puis on passe à autre chose, ce serait OK. Mais il faut savoir que c'est des films qui sont regardés dans le monde parfois. Exact. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément, on va dire, des pays où il n'y a pas forcément des Noirs. Le premier rapport, le premier contact qu'ils vont avoir avec des personnes afrodescendantes, c'est des images comme ça. C'est pour ça que la représentation, oui, c'est important, mais c'est surtout la bonne représentation qui est importante. Et le portrait de la prostituée, moi, par exemple, ce que tu es en train de me dire, ça me rappelle un peu quand j'étais en train de commencer à apprendre le coréen et que du coup, je cherchais des correspondants et que les premières questions qu'on me posait quand c'était des hommes, c'est « est-ce que tu twerk ?» Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu twerk is crazy. Qu'est-ce qui te rend à l'aise pour me demander ça? Parce que je sais que c'est le fait que je sois noire, parce que je sais que si ça avait été une autre personne qui n'avait pas eu mon épiderme, t'aurais jamais posé cette question-là, tu vois. Mais c'est tellement une dinguerie de demander à quelqu'un « est-ce que tu twerk ?» Plusieurs fois. Like what?
Si c'était une fois, à la rigueur, je me serais dit, OK, le mec est bizarre. Mais plusieurs fois, on me dit, est-ce que tu twerk? Genre, what? OK. Non, je ne twerk pas, j'ai pas de fesses. Voilà la réponse. Girl. Young Jun, accorde-toi. Même si j'ai fesses là, je vais pas twerk pour J'ai toi. pas twerké. Donne-moi Bon, l'argent. Alors, le prochain, OK. Aïe, 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 Le aïe, prochain, aïe. il est très noir. OK. Non, c'est noir. Le C'est noir. prochain s'appelle le schéma Mamie alias Mama Africa. Et là, on va mettre une petite musique de Christophe Maé. Il faut mettre... Mama Africa, oh, Mama Africa. Mama Africa qui n'a jamais de nom. Mama Africa, dont on connaît rarement le prénom, L'histoire, ok, rarement l'histoire. Et... Mama Africa qui n'a aucune profondeur. Mama Africa qui est là en tant que nourrice, qui est là en tant que figure maternelle, souvent Servante. énervée, hein, Madame Mama Africa, hein, souvent Énervée, boubou, toujours le même style, à croire qu'elles ont toutes le même styliste, toujours énervée, en train de crier, hurler sur le fils, sur la fille, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, toujours avec un accent évidemment, hein, parce Parfois que sinon, analphabète aussi. ouais, bah, souvent analphabète, hein. Ouais. Et alors, je vais commencer parce que je pense que ça, en tant que sujet, en tant que Français, c'est vraiment un sujet qui me porte à cœur. Let's talk about it, baby. On va en parler et moi, je tiens à dire que moi, je boude les films français, ok? Les films français, j'ai un gros problème. Encore là, c'est en train de s'améliorer, ok? Vermine, shout out. Shout out. Shout out Vermine. Gros Mais shout out. j'ai un gros problème avec la manière dont les Africains sont représentés en France. La Mama Africa, c'est ce schéma de cette femme, cette maman, ok, qui, comme tu l'as dit, est très souvent analphabète, qui n'a pas eu une très grande éducation, qui a beaucoup d'enfants, généralement un aîné qui lui cause du tort, une fille un peu rebelle. Et c'est un personnage qui, au final, n'a aucune complexité. Et c'est triste parce que moi, j'ai une mère africaine, tu vois. Moi, je vois ma maman. Moi, je connais l'histoire de ma maman. Et c'est fou parce que si on donnait l'occasion à vraiment un scénariste d'explorer son personnage, on aurait tellement d'histoires à raconter Tellement. intéressantes plutôt que, voilà, enfin, moi, je pense notamment au film de Kerry James, Banlieusard, où c'est vraiment la Mama Africa typique. Je pense il y avait quel autre film Le Roi des Ombres, le film où Caris joue également. Et c'est toujours la même chose. Les Mama Africa méritent d'avoir un nom, méritent d'avoir une histoire parce qu'elles ne sont pas apparues comme ça et elles ont commencé à hurler leur frustration sur leur famille. Il y a une histoire derrière et j'ai l'impression que peut-être parce que elles n'ont pas un rôle dans la société, j'ai envie de dire qu'on glamorise, hein, peut-être que c'est pour ça qu'au final, on finit par les voir comme les traiter comme des personnages secondaires qui n'ont pas de profondeur et qui ne méritent pas au final d'avoir une histoire, d'avoir même un prénom parfois. Exactement. Et juste pour amener peut-être une perspective un peu plus nord-américaine, pour nous, oui, il y a aussi cette idée, enfin, en termes de représentation de personnes noires au Canada, c'est très rare également. Mais si je pense par exemple à la représentation en Amérique du Nord dans les communautés anglophones, les films anglophones, on a également quelque chose qui est très similaire à Mama Africa qui s'appelle Mammy. Et ça, c'est quelque chose déjà qui remonte de l'esclavage. C'est cette idée, comme tu as dit, de cette femme noire souvent en surpoids, vieille, qui hurle tout le temps, qui n'a pas nécessairement de l'estime pour ses enfants, mais qui est souvent, je dirais, nourrice pour les enfants des Blancs, qui s'occupe très bien des enfants des Blancs. J'ai un Comme on film a qui vu me vient directement en The tête. là. Help. Ouais, The Help. Elle donnait des affirmations à la petite fille blanche, mais on n'avait aucune idée comment était son rapport avec ses propres enfants. Cette femme aussi qui a tendance à se sacrifier pour la famille blanche Je pense ou pour les Je sais autres. plus si c'est les Hauts du Hurlevent aussi qui avait le rôle de cette. Je sais plus quel film Gone with the Wind. ancien. Je crois, il me semble, où il y avait Ouais. aussi le rôle de cette. Et il me Elle a semble- même gagné un Ouais, Oscar. ouais, c'est bien ça. alors. Exactement. Et on intègre, je dirais, ce personnage d'une manière à ne pas lui donner d'histoire, de manière à... Elle n'a pas vraiment de profondeur, de sexualité non plus. On enlève carrément sa sexualité. Et comme Effie a dit, je trouve que c'est très dommage parce qu'on ne sait pas comment elle est arrivée là, on ne sait pas c'est quoi son historique. Elle est réduite à des caractéristiques, encore une fois, qui sont très négatives, même si on essaie de rendre ça genre en mode elle fait pitié ou peut-être il faudra avoir de l'estime pour elle. On ne sait pas d'où elle sort. Mhm. Et ça, encore une fois, c'est intéressant parce que les vieilles, c'est une idée de comment est-ce que les femmes noires âgées sont représentées. Donc, on nous met seulement dans cette case-là et il n'y a aucune autre manière d'être représentée. C'est pour ça que j'aime bien les séries de Shonda Rhimes. Parce que si on pense à How to Get Away with Murder, la manière dont Viola Davis est représentée, c'est beaucoup plus complexe. Elle est complexe. Et elle a sa sexualité. Et c'est ça qui est important. Parce que en amenant cette complexité, on peut étendre l'imaginaire autour de la femme noire.
la femme noire âgée. Mhm. Et ce stéréotype-là aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et c'est là depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Des fois, on le moque. Parce que même en ce moment, je suis en train de penser à Big Mama. Mhm. Ah bah oui. Ça, c'est un énorme... Moi, je regardais ça quand j'étais petite. Je trouvais ça tellement drôle. Mais maintenant, quand tu penses, I'm like... Ouais, c'est mamie, ça, en fait. Ouais. That's mamie. Ouais. Mais ouais. Et ça, vraiment, c'est en France un calvaire parce que tu sais que ce rôle, on ne peut pas l'éviter parce que dès qu'il y a un film avec des minorités, on va forcément avoir le rôle de la Mama Africa. Ouais, tout le temps. Et Claudia Tagbo, Look me in the eyes, girl. tu as du sang sur les mains. Ah. C'est tout ce que je dirais. Dégâts. Je peux pas en dire plus. Dégâts. OK. Prochain trope. Schéma, je veux dire. Prochain schéma. Ah! Qu'est-ce Mon que préféré. Non, c'est le mien. Non! C'est le mien. Celui-là, on va manger. On va grailler. Oh non, je sais déjà c'est lequel. On va grailler. Alors, le prochain schéma, c'est le noir comique, le bouffon de service. Are you ready? Alors, ce schéma-là, c'est un stéréotype qui est normalement accompagné pour l'homme noir, attaché à l'homme noir. C'est souvent utilisé pour des rôles comiques basés sur des clichés culturels ou raciaux. C'est toujours le clown de service. Exemple, tous les films de Kevin Hart. Je suis désolée. Exemple, tous les films de Kevin Hart. Bah, exemple, tous les films de... comment il s'appelle l'autre guignol qui s'est grillé Alors, en j'ai esclave. Kevin Hart, Ahmed Silla. Ahmed Silla. Omar Sy dans ses débuts. Dans ses débuts, on n'a pas oublié. Bon, lui, je Je suis pas d'accord avec Omar Sy. Je tiens à dire que je suis pas d'accord avec Omar Sy. Moi, je dis dans ses débuts, je suis désolée. Moi, je suis pas d'accord. Et même souvent, je le vois faire des trucs. Non, moi, je suis pas d'accord. Nous, on connaît Omar du service après-vente des émissions, ok? On connaît Omar des services après-vente des émissions. Omar a fait ce qu'il devait faire pour être un acteur en France, un acteur noir en France. Il a fait 2 films, ok, où il avait des rôles limites. Ok, mais je te laisse terminer, on en reviendra dessus. Limite, il s'est quand même intégré dans le stéréotype. Peu importe ce qu'il a. Le fait qu'il a dû faire ça pour arriver là, ça montre dans quelle aréna on joue. Désolée, mais ce n'est pas les seuls films qu'il a fait. Non, c'est pour ça que j'ai dit dans ses débuts. Pas maintenant. Mais ce n'est pas ses débuts, c'est ça le truc. Intouchable, c'est pas les débuts d'Omar Sy. Ah, ok. Mais ce que je peux te dire par contre, c'est que pourquoi est-ce qu'un film où Omar Sy a ce rôle a autant de succès? Parce qu'on aime voir ce genre de rôle. On aime voir des noirs comiques. Et quand on dit on parle de? On parle de la France. OK? Et on aime voir les noirs dans des rôles comiques. De toute façon, les noirs, c'est des comiques. En France, les noirs sont comiques. On va bien parler. Les noirs, s'ils ne sont pas sportifs, c'est des bouffons. En France. Il n'y a pas de thé. En France, c'est les clowns de service. C'est vrai. S'ils sont pas dans le divertissement, s'ils sont pas sportifs, exactement. Ce sont des clowns. Et pour être honnête, ça aussi, c'est quelque chose que je peux dire qui est un stéréotype qui vient de quelque chose de tellement profond et sombre. En Amérique, on appelle les minstrel shows. Là, on parle des Noirs, grosses babines, habillées de manière, en clown, qui faisaient rigoler les Blancs avec la musique. Les trucs. It's giving Krusty le clown dans les Sims. Voilà, en mode. Là, regardez, le noir, le singe, il est tombé, etc. Donc oui, ça vient bel et bien de quelque chose de très violent. Et je veux juste dire les autres non, parce que c'est toi qui les avais nommés. Je sais que ça va allumer une lumière. Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Dadi. Je tiens à dire que Jean-Pascal Zadi n'a rien à faire dans cette liste. Non, je l'ai mis dans cette liste parce que c'est un noir qui est marrant, ok, mais son travail est incroyable parce que justement, lui, il utilise... Donne un film parce que j'ai aucune idée c'est qui. Alors, il y a En Place, qui est la série, ou Tout simplement Noir aussi. Est-ce que c'est celui où c'est un homme noir qui veut devenir président? Oui. Ok, ouais. Okay. En fait, ce que j'aime bien avec Jean-Pascal Zadi, c'est que déjà, il y a 2 manières de regarder ses films. Il y a la manière, je suis pas noire, donc je regarde un film marrant. Okay? Je regarde une série marrante. Et il y a la manière, je suis noire et je comprends les sous-entendus de Jean-Pascal Zadi. Et ce que je trouve qui est fort chez lui, c'est qu'il a réussi à jouer sur 2 tableaux. C'est-à-dire que on peut regarder ça comme un film tout simplement marrant, un noir de cité qui veut devenir président, mais les choses dont il parle sont tellement beaucoup plus profondes, mais tellement bien faites qu'il n'a pas sa place à côté de Ahmed Silla. C'est totalement différent. Non, parce qu'Ahmed Silla, non, c'est un bouffon. It's a coon. Ouais, c'est un bouffon. C'est le bouffon du roi. C'est le mec qui n'a pas de... It's minstrel show. Ouais, je sais pas si t'étais au courant de ce qu'il avait fait à un moment sur le plateau de Hanouna, il me semble, qui est allé déguisé en esclave. Mais qui fait ça? Je veux dire, même en Amérique, j'ai jamais... Déguisé en esclave. Déguisé en quelle année? Esclave. Il y a peut-être 4 ans. Mais t'as pas vu il a eu un procès en 2020.
je dis 4 ans, 5 ans, je suis pas sûre. Et les gens acceptaient. Mais les gens ont accepté, les gens ont fait Non, mais des ça, je suis procès désolée, sur c'est juste en Twitter. France. C'est juste en Et France. ça, par exemple, là, on voit que Ahmed Silla, c'est l'humour pour les Blancs. C'est l'humour de noir pour les Blancs. Jean-Pascal Zadi, c'est l'humour pour tout le monde, mais surtout pour les Noirs. Ah, en tout Et cas, franchement, j'ai aussi Thomas Thomas Ndjijol. Ok, ouais, Ndjijol. là, ça va être très controversé, mais par exemple, lui, il a fait un film sur l'esclavage qui s'appelle Casse Départ, donc un film Je pense que j'ai vu. marrant sur l'esclavage. Alors, Hmm. j'ai des problèmes avec ce film. Je sais que beaucoup de personnes l'apprécient. Moi, clairement, j'ai des problèmes avec ces films. Je vais pas dire qu'on peut, on peut rire de rien, etc. On peut rire de choses, Mhm. mais la manière dont c'est fait, ok, jouer sur des clichés comme le fait que les Noirs ont une grosse genre de choses. Euh, Oh. je sais pas, j'ai trouvé ça. En fait, moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas trop kiffé son humour. Et pour moi, c'est aussi un humour de noir, mais pour les blancs. Ouais, c'est Et totalement un ça, humour je de suis noir pour les désolée, blancs. n'importe quel humour qui est comme ça, c'est une humour problématique pour Ouais, moi. ouais, non, c'est. Parce que pourquoi est-ce qu'on essaie de faire rire les Blancs en Big 2024? It's En weird. fait, pourquoi on essaye de faire rire les blancs sur les conditions des noirs? Surtout que c'est toujours sur des stéréotypes. C'est Ouais. toujours sur... Et ça les renforce parce on en fait des blagues, Ouais. donc on le prend plus sérieusement. On vous donne quelque chose, on vous donne un plat, mais personne vous force à le manger, ce plat. Donc vous n'êtes pas forcé de nourrir ces stéréotypes quand on fait des blagues. Je veux dire, vous pouvez être marrant sans forcément parler de stéréotypes. C'est un challenge pour certains, hein, parce que visiblement, il y en a qui restent dans leur zone de confort. Exact. Claudia Tagbo et Ahmed Silla, par exemple. Ah, pardon. Non, Shots fired! je vais dire ce que j'ai à dire. Et de toute façon, moi, je dis, si vous n'êtes pas capable de sortir des stéréotypes pour faire rire, vous n'êtes pas drôle. Désolée! Tout simplement, tout simplement. Sorry! Et là, tu sais quoi? Je te sens un peu énervée. Hein. Mm. Bah, tu sais quoi? Mm. On va parler du stéréotype de la femme noire énervée, tiens. Girlfriend! Girl! Oh, C'est hell qu'on m'a déjà no. fait ça, hein. On m'a déjà fait ça. Non, mais... Un mec blanc mais- qui vient, qui me fait ça en mode... Mais moi aussi, une fois, je parlais à un mec. C'est la première fois qu'on se rencontre. Il me dit, oh, tu viens d'où? Je suis genre Canada, etc. Il dit, I love your skirt. Il était gay. Yes, but I was like, baby, what? He was like, Oh mon Dieu. just call me N-word. Non, là, Call me non, N-word. non, vraiment, vraiment. Non, avec le R, Ouais, vraiment. ouais. Alors là, du coup, le stéréotype de la femme noire Sassy. en colère, Ouais. ou appelé en anglais très souvent Angry Black Woman, c'est un personnage qui est souvent dépeint comme agressif, hein, bruyant, qui a le sang chaud, qui s'emporte très facilement pour parfois des broutilles. Aigri. Et qui doit être toujours forte, hein, émotionnellement, physiquement. Alors, comme exemple, on va avoir Claudia Tagbo. Not you on her neck. C'est son jugement. On va avoir également, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le film Divine. Oui. Très voilà. traumatique. Je l'ai pas regardé. Non, j'ai regardé, j'ai pleuré. J'ai compris, j'ai regardé, j'ai feuilleté, mais j'ai pas vraiment regardé. J'ai regardé quelques scènes. Ouais. On a le rôle de Meouna Oui. par Déborah. Peace. Mhm. Dans Divine, qui est également le rôle un peu de la Renoir qui s'énerve et tout. Mhm. On a également un excellent exemple français qui est Bande de filles, qui est un film que... Alors- C'est pas ça que les gens ont commencé à appeler bande de niaf? C'est possible, ça m'étonnerait pas. C'est possible. Ouais, ça, oui. Yep. Alors ça, c'est le genre de film où j'ai envie de dire, c'est des films où on en a besoin dans l'univers cinématographique parce que c'est des réalités, ok. Ouais. Mais quand il y a que ce genre de film où c'est seulement ce genre de film où c'est le seul film français où déjà t'as 4 personnages noirs principaux, ok. Et tu vois la représentation, tu vois que ce que ce film a fait pour les femmes françaises, les femmes noires françaises. Moi, je suis désolée, Dégâts. mais c'était des dégâts. C'était clairement des dégâts. Ouais, c'était des dégâts. On va aussi avoir les films de Tyler Perry. Non, Tyler Perry, count your fucking days. Mhm. Tyler Perry, j'ai tellement un problème avec lui parce que franchement, à chaque fois qu'il y a une représentation de femmes noires, surtout femmes noires dark-skin, toute personne dark-skin en vrai, hein, parce que même les hommes noirs, c'est toujours La très Angry Black négatif. Woman, elle est souvent dark skin. Mais il n'y a pas un film qui s'appelle Mad Black Woman? Yeah! Si. Donc, Si. carrément, lorsqu'on parle de Angry Black Woman aussi, ça vient encore dans cette idée, lorsqu'on parlait tout à l'heure de la fille facile, de justifier les mauvaises choses qui lui arrivent. Et ça, je trouve que c'est un schéma qui a tellement détruit la femme noire parce que c'est très réel et ça a des effets réels. C'est pour ça que la plupart du temps, ça, c'est quand même quelque chose qui a été étudié, recherché. Lorsqu'on voit les femmes noires, comment elles se comportent au travail, elles ont cette
facilité à être attribuée cette idée de toujours être en colère, Agressive. d'être agressive, alors que, enfin, il y a aucun espace pour être une personne complexe, pour être une personne qui a simplement pas envie de parler. On a toujours de l'attitude, Toujours. etc. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi un schéma que lorsque c'est attribué à une autre communauté, par exemple les Latino. Latinas, c'est sexy, it's hot. Mais Mm, avec nous, c'est oh, vas-y, les femmes noires, vous êtes toujours aigries, vous êtes toujours toujours da da da. compliqué, toujours en train de se plaindre. Et c'est trop présent, en fait. C'est pas toutes les femmes noires qui vont être là, mhm, girlfriend, yes. Et parfois, elles ont aussi cette attitude ghetto, je gratte ma pépé, etc. Ouais, Être sociale, des affaires comme ça. Il y a toutes sortes de manières dont c'est représenté, mais ça revient tout le temps à cette idée d'être en colère, d'être furieuse. Alors que en vrai, on a le droit d'être en colère, I'm sorry, like yes. Mais c'est comme si on n'a pas ce luxe Mm. avec ce stéréotype. Ça fait en sorte que c'est pas quelque chose de légitime tout à Ouais, coup. moi, j'ai l'impression que, en fait, déjà, alors là, je parle au niveau de la réalité, on Mhm. projette cette idée de tu es une femme noire, donc forcément, déjà, t'es forte. Moi, Ouais. on m'a déjà dit en me voyant, ouais, toi, ça se voit, t'es forte. Ouais, exact. Moi, je pleure souvent, ok, je Ouais. regarde des films, je pleure, je lis des livres, je pleure. Mhm. Genre, j'ai l'impression que dès lors que tu te sépares de cette idée, de cette boîte dans laquelle ils te mettent, oh, t'es pas comme les autres, toi. Exact. Ou sinon, on te Directement, t'es permet pas pas. comme les autres. Non, Mhm. je suis pas comme les autres. Je suis moi, avec ma complexité, avec mes qualités, mes défauts, mes bons jours, mes mauvais jours. Mhm. Et voilà, parfois, je suis énervée, oui, mais ça ne veut pas, c'est pas toute ma On a personnalité. toutes les émotions quand Et même. tout simplement. Et j'ai Exact. l'impression vraiment, le fait de voir cette peau noire, on va directement projeter une idée de nous Mhm. qui est en partie nourrie à travers les films, les séries. Et voilà, parce Et que les c'est téléréalités les également, téléréalités, ouais. parce qu'on va souvent mettre en lumière des téléréalités où les femmes noires se battent. Alors là, c'est très américain, par contre, ça. Exactement, ouais. Parce que nous, on n'est pas Si dans je les parle, téléréalités ouais. françaises. On a Si je juste pas la parle place. des séries Baddies, Bad Girls Club, des trucs comme ça, on met souvent la lumière sur le fait que les femmes noires sont agressives pour justement nourrir ce stéréotype encore plus. Et comme j'ai dit, ça fait en sorte que ça invite aussi cette idée qu'on doit toujours souffrir. On nous met tout le temps dans des situations où, je suis désolée de dire, mais même par exemple qu'on voit ces couples où la personne dit oui, ma femme a été à mes côtés, on a tellement souffert ensemble, etc. Struggle love. Struggle love, c'est cette idée de genre, la femme noire est forte, donc on devrait lui donner toutes les épreuves. Pardon, moi, I'm a bougie black girl. Moi, j'aime la simplicité, j'aime quand c'est doux, j'aime quand c'est facile, j'ai pas envie de souffrir. Pardon, je suis pas forte. Moi, je suis je suis faible, très je suis faible, faible. j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Mes parents. Et j'ai pas peur de le dire. Je suis désolée, moi, je suis pas forte. Si vous venez vers moi, un mec me dit, toi, ça se voit, t'es forte. Pardon, je suis faible. Pas forte. Les épaules, Faut là, m'aider. c'est la morphologie, je ne non, suis non. pas forte du tout. Non. Mais ouais, non, franchement, c'est un stéréotype. Et ça, c'est un stéréotype qui me... Je sais pas, c'est peut-être le stéréotype qui m'a poussé un peu à écrire aussi. Je voulais écrire sur les femmes noires qui sont pas toujours fortes. Voilà. Donc, on n'est pas toujours fortes. Alors, prochain schéma, on a la meilleure amie noire. Ou j'aime dire la nègre de service. La meilleure amie noire. La meilleure amie noire. Alors laisse ça, encore commencer, une hein. fois, c'est un stéréotype qu'on retrouve très souvent sur les femmes noires, ou je dirais aussi sur les personnes noires LGBT+. Le meilleur ami gay, noir, etc. Très extravagant. Ça, c'est une personne qui a souvent beaucoup d'opinions, beaucoup de choses à dire. T'as l'impression qu'elle est là pour remplir un quota de diversité. Comme Elle si, est là pour remplir un quota de diversité. exactement. Comme si c'était une pensée qui est venue à la dernière minute. Ah, on devrait peut-être ajouter une meilleure amie noire. Elle vient tout le temps, elle vient tout le temps au soutien du personnage principal qui est blanc. Manque de profondeur également. Un rôle support à la personne blanche. Pour des exemples, on a Amina dans Lou, Maimouna encore une fois dans Divine, Tall Girl and I Am Not Okay With This. Donc ça, c'est vraiment... c'est intéressant. J'allais dire Tall Girl encore. Tellement ça m'a traumatisé. Ça. Il y a Vampire Diaries aussi. Ouais, c'est toujours une personne, elle est présente, mais on ne sait pas vraiment c'est qui. Elle donne des conseils, elle donne de l'attitude aussi des fois. On a la sassy black best friend, mais aucune profondeur vraiment, ou très peu. Ce que je te dis, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est une pensée Dernière minute. de dernière minute. Parce que déjà, tu vois que c'est des rôles qui n'ont pas été... Il n'y a rien qui rend la fille noire, mis à part sa couleur de peau. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire, ouais, elle est noire, machin. Mais on a une expérience dans la vie, en tant que noir, on vit la vie de manière différente. On a une autre manière de voir les choses parce que, à cause de notre couleur de peau. Ce qui fait que
tu sens que... c'est pour ça que je dis que c'est des personnages qui n'ont pas de profondeur, parce qu'au final, on se rend compte que la seule raison pour laquelle on a ce personnage dans cette série, c'est tout simplement pour être Remplir les quotas. Ouais, pour remplir des quotas et pour être une béquille, en fait. Elle est là pour aider, elle est là pour permettre au personnage principal, souvent blanc, d'avoir une avancée dans l'histoire, tu vois. Exact. Peut-être parfois il va y avoir un clash et là le personnage blanc va se remettre en question, etc. Va essayer de revenir vers son ami, lui dire écoute, oui, tu avais raison, mais c'est un personnage qui au final n'a aucune profondeur, Elle est là pour rien, décorer. on ne sait rien de cette personne. Mhm. Et ça, moi je suis totalement d'accord sur le fait que c'est pour remplir un quota. On sait que depuis les mouvements Black Lives Matter etc., on sait qu'il y a énormément cette idée de il faut de la inclusion. diversité, il faut de la diversité, il faut de l'inclusion. Oui, il faut de l'inclusion, c'est vrai, parce qu'au final, les séries, les films, c'est un reflet de la réalité, mais il faut que ce soit bien fait. Donc mettre un personnage et lui dire tiens, on va la rendre noire, ce n'est pas suffisant. Non. Les personnages noirs ont plus de complexité parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils naviguent la vie d'une manière qui n'est pas forcément pareille à leurs compatriotes blancs. Ce qui fait que moi, dès que je vois une série avec la meilleure amie noire, si je vois que la meilleure amie noire, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'histoire pour elle. Déjà, à partir du moment où... C'est pas intéressant, en fait. À partir du moment où l'amie noire comment il s'appelle le test? Bechdel, il me semble. Bechdel. It's Bechdel. Bechdel. I think so. Je me rappelle plus. Bon. Mais ce test-là, où deux filles, voir si pendant une conversation, lors d'une série, lorsque deux filles parlent d'un sujet, si ça tourne toujours autour des garçons, par exemple, là, je vais pas être intéressée. Il n'y a pas de profondeur, ok? Même si c'est une rom-com. Donc, de toute façon, moi, je me dis, ces personnages-là, comme tu as dit, c'est juste pour support. Et c'est aussi la première personne à partir lorsqu'on a besoin de cotes. Et c'est un tremplin. Quand le personnage a besoin de conseils, quand le personnage a besoin d'un petit motivational speech, la personne est là et ensuite elle disparaît. On n'a aucune idée c'est qui. Des fois, on donne quand même un petit rôle. Rôle, mais ça va rien être de profond. Genre, peut-être qu'elle a un crush sur quelqu'un et, je sais pas, vers la fin, on voit que finalement, elle s'est mise avec le gars, on sait même pas comment ou quoi. Et il y a eu 2 scènes. Je vais le dire, hein, j'ai pas honte, hein, mais je me suis disputée avec la productrice de Vampire Diaries online, de Vampire Diaries en ligne, parce que la manière dont elle traitait Bonnie de Vampire Diaries était horrible. Catastrophique. On a vu la même chose dans Hunger Games avec Amanda, la manière dont les gens sont... Enfin, quand elle est morte. Ouais. Moi, ça m'a fait pleurer, hein, le type de commentaires que j'ai vus. C'était dégueulasse. C'est comme si c'était même pas une personne humaine. Elle est noire, donc à partir des... Alors là, on va parler d'un schéma assez intéressant aussi, parce que je trouve qu'il est un peu en lien avec le schéma dont on avait déjà parlé. L'homme noir menaçant, entre parenthèses, hyper masculin. Alors, le stéréotype de l'homme noir menaçant, donc c'est un homme qui est viril, hein, violent, hyper masculin, dangereux, hyper sexuel, sexualisé, ok, souvent dans la drogue, ok, dans des gangs, dans la musique. Le rap, parce que ça va pas être de la musique classique, hein. Comme exemple, on a Top Boy, Snowfall, Power, La Vie scolaire, Street Flow. La Vie scolaire, pourquoi? La Vie scolaire, il y a des noirs dedans qui sont je sais mal pas, représentés, meuf. J'ai pas regardé. La Vie scolaire, pourquoi? Par contre, justement, en parlant de la vie scolaire, on peut voir aussi que c'est quelque chose qui est attaché aux hommes maghrébins, si on peut rentrer dans le BIPOC. J'ai cette idée qui renforce... Dis, c'est quoi BIPOC, Black, Indigenous, People of Color. Donc, dans le fond, c'est toutes les personnes de couleur. Toutes les personnes racisées. Toutes les personnes racisées. Ouais. Lorsqu'on parle de l'homme noir menaçant, c'est aussi quelque chose qui renforce cette idée que l'homme noir est dangereux. Et ça, c'est un stéréotype qui est extrêmement dangereux. On en voit les retombées dans la vraie vie, avec les rapports avec la police. Cette idée qu'on doit toujours avoir peur de l'homme noir, qu'il a toujours des mauvaises intentions, qu'il va toujours devenir violent à n'importe quel moment. Et qu'il faut user de la force la plus extrême pour les neutraliser parce qu'ils sont noirs et qu'ils sont impressionnants. Si violents. Leur force est décuplée, ce sont des surhumains. T'as l'impression que tous les noirs, c'est Black Panther, genre. Exactement. Et ça, c'est un autre stéréotype aussi, comme celui de la femme noire en colère, qui manque de profondeur parce qu'ils sont seulement ramenés à leur énervement, à leur agressivité,
oui, je trouve que c'est bien d'avoir des séries sur les cités et qu'est-ce qui se passe dans ça, mais à force de toujours avoir des séries qui sont axées sur la vente de drogue et tout, enfin, on voit très rarement des hommes noirs dans des scénarios positifs. You know, it's already going to be past an hour at this point. Dans des scénarios positifs, je trouve que c'est quelque chose, dans le fond, qui fait juste renforcer le stéréotype que les hommes noirs sont bons que pour ça. Ils sont bons que pour les drogues, à part si ils ont un talent et ils sont bons dans la musique ou dans en tant qu'athlètes. Mais on verra aussi par rapport à un autre schéma que c'est quelque chose qui est vraiment étroit en termes de qu'est-ce qui revient dans ça. C'est la force, la virilité. Et comme Effie a dit, cette idée d'être super naturel, d'avoir d'être au-delà des personnes blanches par rapport à ça. Et c'est intéressant par contre parce que je trouve que malgré le fait qu'on sait que c'est quelque chose qui est propagé partout, j'ai l'impression que les gens apprécient quand même. Parce que combien de personnes regardent Top Boy, même moi. Parce qu'au final, c'est triste à dire, hein, mais le fait de leur donner de la force, cette force, ça les met dans une position de supériorité en quelque sorte. C'est comme le fait que le stéréotype de les Noirs ont une grosse... Le stéréotype des qui est rattaché à ça aussi. Ils sont fiers de ce stéréotype parce qu'au final, ça leur donne un sens de supériorité, alors qu'au final, c'est super mauvais d'avoir ce genre de stéréotype. Ouais. Mais parce que là, on va dire que c'est plus, on va dire, glamour d'être fort plutôt que faible, ça leur convient. Tu verras que les stéréotypes, quand ils sont sur les hommes noirs et quand ils sont sur les femmes noires, c'est pas la même, c'est 2 poids 2 mesures, c'est différent. Donc nous, en tant que femmes noires, j'ai l'impression qu'on aurait plus tendance à dénoncer ce genre de stéréotype et dire non, c'est mauvais, mais les hommes noirs seraient en mode ouais, non, c'est bien, j'aime bien. Mais c'est leur rapport à la masculinité de toute façon. Et aussi, c'est quelque chose qui permet de se rattacher au fait qu'on ne permet pas aux hommes noirs aussi d'avoir une sexualité autre que hétéro. Parce que ce genre de truc-là, viril, hyper masculin, etc., il n'y a pas de place pour les coming... des fois, ça se rattrape au coming out difficile et les autres trucs qu'on a nommés. Moi, je pense tout le temps à Moonlight, où on avait cette représentation d'un homme noir viril, etc., mais aussi qu'il y avait des problèmes en termes de gérer le fait qu'il était homosexuel. Et on a vu que ça a été répondu avec beaucoup de trauma, beaucoup de violence autour de lui. Il a dû cacher ça et avoir une performance de cette virilité parce que, on peut ramener ça à l'esclavage. Comment on voit l'homme noir, c'est quelque chose qui est très difficile à débloquer, je trouve. Et c'est renforcé aussi par la musique rap. C'est pour ça, des fois, que c'est quelque chose qui est également représenté dans ce genre de trope, dans ce genre de schéma, je veux dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je commence à remarquer, surtout quand je pense à Power, ce type de truc-là, on a cette idée de l'homme noir menaçant, mais intelligent. Je sais pas si tu as remarqué, on lui donne beaucoup d'intelligence par rapport à ses stratégies autour de la drogue, comment il va vaincre ses ennemis. Mais je me dis, pourquoi on peut pas avoir un homme noir dans un schéma hors ça, qui montre aussi de l'intelligence? Et si c'est le cas, soit il est montré, comme si c'est une blague, quoi. Genre, il va être genre super nerdy ou genre avoir quelque chose de comique ou awkward ou je sais pas. Genre, il peut pas juste être un homme noir qui est intelligent, c'est tout. Il y a aucune... c'est tout le temps dans les extrêmes, je dirais. Ouais, je suis totalement d'accord. Et franchement, en France, avec les séries, encore une fois, hein, tu le vois, hein, les séries qui sont créées par des hommes noirs, hein, donc c'est une image qu'ils apprécient avoir. Hein, donc, je pense notamment, encore une fois, à Banlieusard, Le Roi des Ombres, La Cité Rose, ce genre de choses. On n'est pas... je veux dire, c'est bien... Moi, ce que je dénonce, c'est pas le fait qu'il y ais des films comme ça. Moi, c'est la surreprésentation de ce film, de ce genre de film. Parfois, j'ai envie de regarder un film, je n'ai pas forcément autour de... Moi, déjà, je vais parler notamment d'un film qui est totalement différent où le personnage, c'est un homme noir, donc le film s'appelle Rylane, et l'homme noir à l'intérieur, il est sensible. Tu vois, l'une des premières scènes, on le voit pleurer dans des toilettes, et il est sensible, il a pas cet aspect comique, hein, il a juste cet aspect humain, tout simplement. Les hommes noirs ont le droit d'être sensibles. Exactement. Et on veut voir cette sensibilité à l'écran aussi. Exactement. Moi, franchement, ça me fait craquer ce genre de choses, personnellement. Donc, voilà. Non, je veux dire, les hommes virils, c'est bien, mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire... Il faut de la complexité, et aussi, il faut humaniser les hommes noirs, parce que qu'est-ce qui arrive après l'homme noir menaçant? Comme, je suis désolée de le rappeler encore, mais regardez les rapports qu'on a avec les hommes noirs par rapport aux autorités, on voit pas cette complexité. On voit juste, attention, c'est l'homme noir, shoot, you know? Parce que, encore une fois, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça qui fait... Et ça fait très animal aussi, je trouve. Ouais, totalement. On va rester dans cette lignée en restant sur les stéréotypes qui touchent les hommes noirs avec le schéma du bon noir. Donc ici, c'est un stéréotype, je dirais principalement qui est rattaché à l'homme noir, je remarque, mais c'est vrai aussi qu'on peut parfois voir des femmes noires dans ce type de stéréotype. Claude Tagbo. La manière dont elle revient tout le temps.
Je pense qu'elle Ah, va nous mais celui-là mentionner. aussi, hein. Elle va nous mentionner sur les réseaux parce Moi, je peux avoir une que. discussion avec elle, ça me dérange pas. Alors, Pourquoi? pour le stéréotype homme, non, non, vraiment. Le stéréotype homme noir, donc cette idée de la minorité modèle, elle apaise, elle rend les blancs la plupart du temps à l'aise, en confiance. On le voit souvent aussi dans un rôle de sauveur, révolutionnaire, toujours dans cette optique de, par exemple, comment on raconte l'histoire, prioriser la non-violence. C'est toujours une personne qui sacrifie, qui sauve les blancs, la plupart du temps. Dans les exemples, j'ai Django, mais ça, par contre, je suis pas d'accord. Je sais pas pourquoi il y a Django dedans. Je l'ai noté, mais Je je sais pas réalise que pourquoi je suis t'as pas mis. d'accord. Et Django's not in there. On va couper ça. J'ai Invictus, Ouais. Intouchable et Tirailleur. Ok. Tirailleur aussi, je sais pas. Donc, c'est des rôles un peu historiques que tu es en train de. Ben après, je pense que c'est aussi parce que le rôle du noir révolutionnaire rentre dedans aussi. Ok. Et la plupart du temps, lorsqu'on sort le noir révolutionnaire, on le met sous cet angle du bon noir qui menace pas trop ou qui résout les problèmes d'une Bah, dans ce manière cas-là, MLK, hein. douce. Tous les films Exactement. sur MLK, Les fi- Selma, tous les films. Alors, j'ai pas regardé. Exact. Non, si, j'ai regardé Selma, mais tous les films. Ouais. Moi, je tiens à parler de Invictus, par exemple, qui est Mhm. un film sur Nelson Mandela. Mais bien évidemment, dedans, il y a non-violence. ouais, toujours la non-violence. Ce qui est super marrant, parce que Nelson Mandela, c'était quelqu'un de violent au début, mais bon, après, Mhm. qui a penché vers la non-violence. Mais effectivement, ce genre de film, c'est toujours l'histoire de un noir Mm. qui va parler de sa condition de noir, des inégalités, ok, mais sans vraiment parler de la profondeur des inégalités. En fait, c'est très dans la surface, en fait. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est des films qui sont faits pour un peu rassurer les Blancs, tu Ouais. vois, pas les mettre mal à l'aise. Il y a des films qui sont faits pour les mettre mal à l'aise. Et Mhm. ce genre de films-là, c'est des films où c'est en mode, mais au final, il y avait des bons Blancs, hein, tu vois. Exactement. Au final, Exactement. ce qui compte, c'est qu'on soit tous ensemble, on est tous humains. Mhm. Il n'y a pas de Mhm. couleur. Mm. Tu vois, c'est vraiment des films colorblind que je dirais, ouais. Ouais, et aussi, encore une fois, pour amener une perspective américaine, je trouve que moi, ce qui me vient en tête, c'est aussi comment les Noirs sont représentés, les hommes qui sont dans ce schéma sont représentés d'une manière très professionnelle, je dirais. C'est la personne noire que ça ne dérangerait pas si c'est ton voisin. Tu vois ce que je veux dire? Sidney Poitier. Mhm. Très amené de cette manière civilisée. Il a été à Harvard, il a fait les Mhm. bonnes écoles. Des fois, la plupart du temps, il est même marié à une femme blanche. C'est pas un noir comme les autres, en fait. Exactement, c'est l'exception à la Mhm. règle. It's the good nigger. I'm Mhm. sorry to say the word, mais that's really what it is. It's the good negro. You know what I mean? Genre, c'est vraiment... Et aussi, c'est quelque chose qui est très paternaliste parce que c'est sous quel standard qu'on considère qu'une personne noire... Qu'est-ce qui est la bonne personne noire sous un œil blanc? Genre, je suis désolée de Ouais, dire un c'est œil vraiment blanc. ça, ouais, c'est De la vraiment ça. manière dont il s'habille, la manière dont il s'exprime. Et aussi, ça va être un personnage qui a souvent du mépris envers la communauté noire, qui n'agit pas comme ça. Mhm. En mode, tout ce qui est ghetto ou des trucs comme ça, il va avoir des opinions très dures, il va vouloir ramener les jeunes vers la lumière, vers Mhm. l'éducation, des trucs Mhm. comme ça. Il a pas fait un rôle comme ça, Denzel Washington? Ouais, je suis en train de penser à ça. Et même dans Boys in the Hood, Ouais. ça me fait penser à Lawrence... Arrête. Lawrence Fishburne, qui était il faut pas faire comme ça, Ouais. etc. La manière de les lutter, c'est à travers l'éducation. C'est à travers la non-violence. Il faut les rejoindre. On va tout casser de l'intérieur. C'est vraiment... Il apparaît de différentes manières, mais ça reste quand même the good negro. You know what I mean? Ouais. Il fait pas si peur que ça. Mais je trouve que c'est drôle parce que le bon noir peut très, 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 très facilement devenir le noir menaçant parce que c'est quelque chose qui est toujours en dessous, qui est prêt à revenir à n'importe quel moment. Ouais. Si, par erreur, il y a quelque chose qui se passe et le bon noir se fâche, De toute façon, he's dangerous. tu verras que tous ces stéréotypes, l'un n'annule jamais l'autre. Ils Mm. peuvent être tous... Ils sont tous là. Ouais, ils sont tous là. toujours. Creepin'. Ouais. Creepin'. Alors, je te laisse prendre lequel tu veux. Désolée, hein, ça a décollé. Prochain schéma, on a le noir. Alors là, le noir athlétique, qui est assez en a lié parlé à... quand Ouais, même, on en a ouais. assez parlé. Mhm. Donc là, c'est le fait que le stéréotype sur l'homme noir, qui est exceptionnellement doué dans les sports, Mhm. euh,
parfois qui est simplement réduit à sa capacité physique, Mhm. hein, et donc toujours hyper masculin évidemment parce qu'il est doué pour le Ouais. sport. Et on a notamment The Blind Side, on a Je Jackson, il me déteste. semble, dans Sex Education, The Blind on a, Side. on a Creed avec Adonis, Même on si a Creed- A-Train dans The Boys, on a Ouais. Quinton dans Les Frères Scott. Donc Mhm. toujours le fait que déjà, déjà, moi, je pense que ça, c'est un truc en France. Il y a vraiment cette idée que les Noirs sont doués pour le sport. Je Ouais. pense que c'est aussi quand tu Ou vois la peut-être musique. l'équipe de France Ouais. et tu vois qu'il y a énormément de Noirs en équipe de France. Tu te dis, Mm. ah ouais, les Noirs, ils sont doués dans le France. Et Mm. il y a une phrase qui revient souvent, c'est dans le sang. Mm. C'est dans leur sang, tu vois. Mhm. Et ça, par exemple, c'est extrêmement raciste de dire c'est dans leur sang. De Tu vois, ouf. ça Ça directement, rend ça génétique, ça rend... Mais on revient ça encore à retire super-humain. ton humanité, en fait. Ouais. Tu n'es pas quelqu'un de complexe, tu n'as pas des qualités Mhm. ou des défauts. Non, si tu sais danser, si tu as du rythme, Mm. si tu sais jouer au foot, c'est parce Mm. que t'es noir, C'est c'est dans dans ton le sang. sang. C'est dans le Cherche sang. dedans. Et ouais, c'est du coup, ça revient à ce côté super naturel. Mhm. Voilà, t'es noir, donc il y a C'est forcément un quelque chose. don Ouais, exceptionnel. cracher dessus. Girl, what? 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 Don exceptionnel. Et je veux dire aussi qu'au niveau de l'athlétisme, il y a aussi la musique. Parce que je sais qu'on ne l'a pas nommé, mais je trouve que c'est soit il est bon dans la musique, et ça, on va revoir aussi dans les thèmes, donc on va les aborder. Mais la musique, les sports, c'est quelque chose de unique. Parce que la musique aussi, on dit qu'on a ça dans le sang. Donc, et souvent, lorsqu'on parle de représentation pour les hommes noirs athlétiques, j'ai remarqué aussi que c'est souvent posé dans cette idée de « Ah, mais t'as tellement des talents, ne laisse pas la rue te prendre », des trucs comme ça. Il y a toujours ce schéma qui revient là. Et même, j'ai regardé une émission pas longtemps, c'était un gars qui faisait des prods, il était vraiment doué dans ça, mais il y a aussi les drogues et tout. Donc, on voit vraiment que c'est un schéma qui revient avec d'autres en général. Bah, au final, ils peuvent que se tourner vers la rue. Vers la tu rue, vois. il n'y a pas d'autre Il y a pas option. d'autre. Si c'est pas le rap, Mm. c'est la rue. Mm. Si c'est pas le sport, c'est la rue. Mm. Et c'est vraiment ça quelque chose qui est très 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 présent chez les hommes noirs en Ouais. France. Vraiment cette idée où Mm. faut que je devienne projet Mbappé, excuse-moi, projet Mbappé. Sinon ben Mais c'est la même chose en Amérique avec Ouais. le basketball. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Alors, dernier schéma, on a l'expert de la mode et de la culture. Alors ça, c'est un schéma qui touche principalement les communautés LGBT. Donc ça, on l'a tous vu. J'ai l'impression que tout le monde peut penser à une personne lorsqu'on dit ça. C'est vraiment cette connaissance approfondie, un personnage qui a cette connaissance approfondie de la mode, stylisme, culture. La plupart du temps, très extra, très qui flashy. peut être aussi le meilleur ami noir. Hein. Exactement, extraverti et vraiment cash dans ses propos aussi. Qui va faire le relooking du personnage principal. Excuse-moi, j'ai un film dans ma tête, là. Exactement, ouais. On a des exemples. On a le noir dans Emily in Paris, que je me rends compte, je sais même pas c'est quoi son nom. Steven, je crois. Oh my God. On vérifiera. On a Steven, je dis. Pose. Ou Steve. Et on a P-Valley. Mhm. Donc ça, vraiment, ça veut dire que si t'es noir et t'es dans la communauté LGBT, t'es forcément Doué pour la mode. It's your calling. RuPaul, tout ça. Donc ça, c'est un stéréotype qui revient souvent. Et comme Effie l'a dit, ça peut, quand je pense à Eric dans Sex Education, qui est le meilleur ami, mais aussi qui rentre dans ce schéma de connaissance de la mode, etc., qui a un style extravagant, qui a toutes sortes C'est vrai d'opinions. que c'est toujours des styles extravagants, C'est etc. toujours beaucoup de couleurs, C'est- beaucoup c'est- de... C'est dans le sens où, et ça, moi, je trouve que ça rentre dans le stéréotype où, parce que tu fais partie de la communauté LGBT, tu dois avoir un look, ok? Tu dois être excentrique. Alors que moi, j'ai énormément d'amis gays et lesbiennes qui, quand tu les vois dans la rue, ils n'ont pas forcément un de look de ouf. précis, ouais, Ok. exact. Ils n'ont pas de look précis, donc il faut arrêter de croire. Et le contraire fonctionne aussi. C'est pas parce que quelqu'un a un look un peu soigné que forcément ça veut dire qu'il fait partie de la communauté LGBT. Mhm, Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des schémas qu'on retrouve très très souvent mhm. dans nos séries, dans nos films, qui viennent un peu de la réalité parfois, mais qui au final, il y a eu un saturage et on a l'impression que peu importe le film qu'on regarde, on peut pas échapper ces schémas. J'ai rarement vu un film avec des personnages qui proviennent de minorités, des personnages racisés, où je me suis dit, tiens, c'est différent des autres. Exactement. Non, je sais ça déjà... commence, mais... Je sais déjà ce qui va se passer quand je regarde le film, en fait. Et c'est ça, cette excitation qui n'est plus là au final. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce podcast, pour en parler, pour dénoncer, et pour au final voir Mettre créer la peut-être lumière. le changement. Exactement. Ouais. Et je pense aussi que, comme on l'a dit au début, vous allez remarquer dans nos conversations pour les futurs épisodes qu'on va aborder ces schémas. Encore une fois, à chaque fois qu'on va les voir, on va les nommer. Et c'est pour ça qu'on a la boîte pour vous rappeler.
Parce que c'est répétitif. Ouais. Et comme Effie l'a dit, moi, je trouve quand même qu'on commence à avoir un Ouais. changement très minime, mais qui commence à avoir de la force. En France, on n'a pas de changement. Ah ouais, non, En France, on est. Alors, non, en en France, France, c'est les moi, débuts. je C'est tiens les à débuts. dire, hein, en tant que personne qui apprécie le cinéma américain, qui apprécie le cinéma britannique et qui apprécie pas le cinéma en France, Mm. je tiens à dire que là où l'Amérique est, là où même l'Angleterre est, parce qu'à l'Amérique, à la rigueur, je peux dire, OK, les Afro-Américains, ils sont là depuis un certain temps, ils ont eu le temps de s'établir, OK, ils ont eu le temps de créer leur société, d'avoir plusieurs représentations, même si pour eux, c'est un peu galère. Ouais. Mais prenons en exemple juste les Britanniques qui sont aussi afrodescendants, comme Ouais. qui sont vraiment afrodescendants, parfois première ou deuxième génération. Mhm. Leur cinéma, il est tellement beaucoup plus Évoluer. diversifié que le nôtre en France. Je veux dire, ne vous arrêtez pas à Top Boy, regardez vraiment le cinéma britannique Mhm. et les rôles qu'on propose, que ce soit aux Noirs ou que ce soit aux femmes noires ou aux hommes noirs. Je pense notamment à Rye Lane, qui est du coup un film britannique. Ils sortent de cette case, ils comprennent qu'il n'y a pas que ces schémas dont on a parlé. Il y a Mhm. autre chose. Et j'espère qu'en France, on finira par On comprendre y également arrivera. qu'il y a autre chose. Et dans tous les cas, si le changement ne vient pas, il faut devenir ce changement. Mhm. Et je peux dire la même chose pour la représentation noire au Canada qui est tellement faible au Québec. Il y a tout récemment, j'en parlais avec Effie, une nouvelle série qui a commencé au Québec qui s'appelle Lakaïnou et c'est la représentation d'une famille haïtienne. Et ça a commencé toutes sortes de débats par rapport à comment les Noirs sont représentés. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Mais quelque chose qui est important à nommer, c'est que on est tous conscients de ces schémas. Je suis certaine que lorsque vous allez regarder cet épisode, les différents schémas qu'on a abordés, vous allez dire « Ah ouais, je peux penser à un ou deux films qui fait ces schémas-là. » Donc là, quelle est la solution? De reprendre le contrôle sur notre représentation. Exactement. Et je trouve que là, je parle pour une personne qui ne vient pas de France. Lorsqu'on pense aux États-Unis et lorsqu'on pense en Angleterre, il y a beaucoup plus d'accès pour les personnes noires à faire ces changements que je trouve qu'il y a en France. Ah, mais non, mais en France, on n'est pas intéressé. Hein. Exactement. Ben après, il n'y a pas d'intérêt, mais aussi, est-ce que c'est aussi qu'il n'y a pas des barrières qui sont présentes, c'est vrai. qui font en sorte que vous n'avez pas le droit d'avoir le contrôle sur ces... je ne sais pas comment on dit narrative en français. Sur ces... Sur ces histoires, ouais, sur ces... Ouais. Vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ces histoires et c'est quelque chose qu'il faut absolument changer parce que on peut revenir à la question principale. Pourquoi est-ce que c'est important de parler des schémas? Pourquoi est-ce que la représentation est importante? Parce que comme Effie l'a dit, oui, c'est quelque chose qui est parfois tiré de la réalité, mais c'est aussi quelque chose que peu importe, qui a un effet. C'est un effet très négatif sur les personnes qui sont concernées. Des fois, ça peut avoir des effets qui sont même dangereux, violents, comme on a vu, par exemple, lorsqu'on parlait de l'homme noir menaçant les rapports avec la police, lorsqu'on parle des femmes noires qui sont vues d'une manière hypersexuelle, qui parfois encouragent les agressions, etc. Il faut qu'on fasse des changements à ces niveaux-là parce qu'une représentation complexe, c'est une représentation humaine. On est des personnes humaines, on peut être fâché, on peut être content, on peut être triste et on a des émotions en fait. On n'est pas tous en colère, on n'est pas tous des super athlètes. Il y a plus à notre histoire. On n'aime pas tous le poulet. I love chicken, but... I love chicken as well. On n'a pas cette exception ici. Il y a des noirs qui sont véganes. Voilà, donc... Cette complexité, c'est important et c'est un luxe que je dirais que la représentation blanche a eu, que nous, on n'a pas eu, qui a fait en sorte que, voilà, on peut nous parler aujourd'hui, nous demander, est-ce que tu peux twerk? You know what I mean? Like... Comme Jude. Non, après, je pense que le changement, il viendra, mais il viendra surtout de nous. Et j'ai ça va être confiance très lent, parce qu'il faut j'ai confiance commencer. en la future génération parce que ces questions, on se les pose. Si on fait ce podcast, il y a une raison, tu vois. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qui va être super intéressant et j'espère que du coup, vous allez nous suivre au fur et à mesure qu'on critique vos films préférés. Ouais, mais pas tout le temps critique. Des fois, on aura vrai. des bonnes choses à dire, mais la plupart du temps, ça va être la critique. Parce qu'ici, c'est la dictature et on fait ce qu'on veut. Et ici, surtout, C'est noir!